The phrase conservative revolution made its first appearance in a 1927 speech delivered by the Austrian writer Hugo von Hofmannsthal. After World War II, it was picked up by the Swiss essayist Armin Moller and the French historian Louis Dupeux. It described the fears and aspirations of certain notorious right-wing intellectuals in the wake of Germany's Spartacist uprising and the so-called Two Red Years in Italy. For Moller and Dupeux, however, conservative revolutionaries were not merely anxious to turn back the clock. Their aim was above all to enlist the anti-bourgeois and anti-liberal fervor harbored by the radical left for reactionary purposes. While he revisits existing work on the German conservative revolution of the 1920s, Jean-François Bayart primarily seeks to treat the phrase as a Weberian ideal type, whose relevance extends far beyond interwar Europe. In our interview, the French political scientist begins by describing the conditions that produced what was initially a mindset among both reactionary opponents of the young Weimar Republic and Italian futurists who would soon support fascism. Bayart then presents his own historical and comparative approach. As he emphasizes, the most distinctive feature of the conservative revolution is its oxymoronic imaginary. Its promoters call for radical change, but only to restore ancient hierarchies. They dream of merging man with machine, as in the case of Ernst Jünger, but only to revive human spirituality. Revolutionary conservatives resent the leveling they associate with their era, caused, they believe, by the commodification of social relations and the democratization of politics. Thus, they glorify a past and traditions that are often largely invented. At the same time, to revive this past and these traditions, they rely on the most advanced technologies. The conservative revolution Bayart describes is typical of the transition from an imperial regime to a nation-state. It is not that of an empire confident in its genius and determined to project itself globally. Thus, it should not be confused with its homonym, the conservative revolution led by Margaret Thatcher and Ronald Reagan at the turn of the 1980s, which was still a version of post-war liberal imperialism rather than a symptom of its decline. While often bellicose and harboring expansionist ambitions, conservative revolutionaries nonetheless claim that their goal is to regenerate their own people and enable them to regain full sovereignty over the land to which they are entitled. The main sentiment informing their project is not the arrogance of a dominant power invested with a civilizing mission, but the resentment of a historically wronged nation. To make things right, revolutionary conservatives seek revenge on treacherous rivals, but also to rid their societies of internal enemies. At the end of World War I, Bayart explains, various instances of conservative revolution arose from the breakdown or decline of empires, whether Wilhelmine, Austro-Hungarian, Russian, Ottoman, or British. In addition to Germany and Italy, Turkish Kemalism and Chancellor Dollfuss's Austro-fascism also fit the conservative revolutionary model. The same is true to some extent of Zionism, especially in the revisionist variant of Vladimir Jabotinsky. After 1989, Bayart continues, disappointment with the outcome of the Cold War bred a new generation of conservative revolutionaries. This description applies to Vladimir Putin, whose project to reconstitute the Russian world took shape when the West refused his request to join NATO. It also applies to Recep Tayyip Erdogan,
for the Turkish president turned his dream of a new Turkey into a conservative revolution when France and Germany signaled that his country was too Muslim to join the EU. A similar pattern can be found in Narendra Modi's India, and more recently among the military regimes in the Sahel, as well as in the new Senegalese government. In all these cases, social conservatism, ethno-religious nationalism, and the rollback of civil rights are wrapped in an anti-colonial pride that gives these regimes their revolutionary character. In Iran, a country Bayar has studied extensively, the Islamic Revolution became a conservative revolution after Ayatollah Khomeini's death. Without abandoning the aim of resisting US imperialism and Israeli expansionism, Tehran's leaders largely gave up on their hopes to export their model throughout the Muslim world. They focused instead on the exaltation of Iranian nationalism, including in its pre-Islamic dimension. Finally, the US is both the latest and perhaps the oddest case. Though victorious at the fall of the Soviet Empire and hegemonic in its aftermath, America has now shunned the liberal claims of the Cold War era. It is experiencing a genuine conservative revolution. Indeed, the Trump regime longs to restore the greatness that the New Deal, the civil rights movement, and contemporary woke culture have allegedly tarnished. Consistent with the oxymoronic imaginary distinctive of conservative revolutions, MAGA combines the nostalgia for an imaginary past with a techno-futurist utopianism. This promoted by a circle of libertarian billionaires. Jean-François Bayar concludes by pointing out that similar resentments and fantasies among conservative revolutionaries do not always bring them together, as attested by the reckless war that Israel and the United States are waging today in Iran. Our interview took place in Paris on March 13, 2026. Bon, alors nous allons parler de révolution conservatrice, puisque c'est un concept que tu t'es réapproprié, que tu reprends et que tu déploies de façon particulièrement intéressante. Donc commençons par le début. Où et quand est-ce que la notion émerge? Et puis, que désigne-t-elle initialement? Alors, sauf erreur de ma part, la première occurrence, c'est une conférence de Hofmannsthal à Munich en 1927, donc 2 ans avant sa mort, et du coup peut-être que ça l'a empêché de garder la paternité de la notion. Et en fait, il s'agit d'une conférence essentiellement d'un homme de lettres qui est intéressé par les lettres comme possibilité de renouveau, non seulement de la vie culturelle, mais plus fondamentalement de la nation, de l'homme, etc. Donc au début, c'est vraiment une notion littéraire qui n'entrera dans le monde académique qu'après la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'un Suisse, un jeune Suisse, Armin Möller. Et tout de suite, je mets en garde contre une presque homonymie, il ne faut pas confondre Armin Möller, l'auteur, donc le jeune auteur qui a introduit cette notion de révolution conservatrice, avec Möller, qui lui est un idéologue ou un publiciste de ce que l'on appellera ex post la révolution conservatrice, et qui lui meurt, se suicide en 1925. Donc bien distinguer Möller et Möller avec un umlaut, avec un tréma. Donc Armin Möller s'engage dans la Waffen-SS en 1940, si mes souvenirs sont bons. Il est envoyé sur le front en Pologne. Là, vraisemblablement, il se rend compte que c'est pas exactement ce à quoi il avait pensé. Il déserte, il revient en Suisse, il fait quelques mois de prison, et après la Seconde Guerre mondiale, il retourne en Allemagne, où il entame une thèse universitaire sur cette mouvance, cette galaxie idéologique,
culturelle, politique des années 1920 en Allemagne. Et cette thèse, il va la publier sous le titre de La Révolution conservatrice en Allemagne dans les années 1920. Et la thèse sera publiée, si mes souvenirs sont bons, en 1949-1950. Donc c'est là véritablement, me semble-t-il, que le terme de révolution conservatrice entre dans le paysage universitaire. Möller ne restera pas un universitaire au sens strict du terme. Il deviendra le secrétaire particulier de Ernst Jünger, qui est pas complètement neutre. Il deviendra correspondant de presse d'un certain nombre de journaux allemands en France, à Paris, jusqu'à sa mort. Il sera l'un des artisans de la réconciliation franco-allemande, pour reprendre le terme en usage, avec cette particularité, c'est que cette réconciliation franco-allemande, il la joue également dans le spectre politique et idéologique, à l'extrême droite. Il aura un commerce assez étroit avec le Grèce, donc il sera peut-être pas un des inspirateurs, mais enfin une des personnes de référence de la nouvelle droite en France. Et néanmoins, il restera l'auteur de ce livre, La Révolution conservatrice en Allemagne, et à ce titre, il participera à au moins un colloque organisé à Strasbourg par Louis Dupeux, qui est professeur d'université, qui est le grand spécialiste français de ce qu'on appelle désormais la Révolution conservatrice en Allemagne dans les années 1920. Donc ça, c'est vraiment le cœur me semble-t-il, de la paternité de ce terme de révolution conservatrice, qui est donc ex post. Il est presque anachronique, parce que les gens des années 1920 en Allemagne, appartenant à ce courant idéologique, ne se reconnaissaient pas forcément dans cette notion, même si elle était, je le répète, introduite par Hofmannsthal en 1927. Voilà, alors, maintenant, que désigne le terme? C'est pas véritablement un concept, c'est-à-dire c'est une notion. Elle va obtenir ce titre de noblesse, je ne sais pas s'il faut mettre dans des guillemets, avec Möller, avec sa thèse, mais c'est une notion dont Louis Dupeux souligne bien qu'elle renvoie à une nébuleuse idéologique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ex post la révolution conservatrice en Allemagne désigne toute une série d'auteurs qui sont pas forcément d'accord entre eux, d'organisations, de clubs de pensée, etc., qui vont avoir des relations très complexes et très différenciées avec le national-socialisme, dont la révolution conservatrice a été l'une des matrices. Donc, à proprement parler, c'est plus une notion qu'un concept, mais ma petite contribution, c'est effectivement de transformer la notion en un véritable concept, Inch'Allah, j'espère, et en un paradigme, sous la forme d'un idéal type d'ordre weberien, et d'essayer d'utiliser cet idéal type, ce chrononyme en quelque sorte, à des fins analytiques pour comprendre les révolutions conservatrices immédiatement contemporaines, enfin ce que je considère être des révolutions conservatrices immédiatement contemporaines, et d'essayer de comprendre leurs liens, ou éventuellement leur absence de lien, leur connexion génétique concrète qui les relie à cet épisode de l'entre-deux-guerres, de la révolution conservatrice en Allemagne. Encore faut-il immédiatement préciser que ce que l'on appelle donc désormais la révolution conservatrice en Allemagne n'est pas la seule manifestation de ce phénomène politique. On en trouve l'équivalent et même l'antécédent en Italie. Antécédents dont le futurisme de Marinetti pose en quelque sorte les fondements, puis le fascisme, avant même qu'il ne devienne le fascisme, disons, en tant que régime politique. On en trouve également des manifestations dans toute une série de pays, en particulier d'Europe centrale et orientale. On peut se poser la question du rapport de l'Espagne et du Portugal de l'entre-deux-guerres à cette mouvance idéologique de la révolution conservatrice.
Et puis, je crois que l'un des prototypes, et peut-être le prototype majeur qui a été très largement occulté par le questionnement en sciences sociales, le prototype de la révolution conservatrice, c'est le kémalisme. Et là, il y aura peut-être une petite incise à faire, parce que c'est quelque chose qui est relativement mal connu et que m'a permis, non pas de découvrir, mais enfin de comprendre mon itinéraire particulier et zigzagant entre toute une série de situations différentes, parce que finalement je connais beaucoup mieux la Turquie, en particulier kémaliste, que par exemple l'Allemagne entre les deux guerres, que j'ai découverte au fur et à mesure de ma réflexion sur la notion de révolution conservatrice. Juste avant qu'on développe sur ta notion ou ta reprise de la notion de révolution conservatrice, pour revenir sur les premiers usagers, donc Müller, mais aussi Dupeux, donc historien français. Oui, alors qui lui était peu postérieur à la Seconde Guerre mondiale, Oui. c'est un universitaire qui a travaillé sur la révolution conservatrice, comme d'autres auraient travaillé sur d'autres phénomènes, qui idéologiquement, sauf erreur de ma part, n'a rien à voir avec la révolution conservatrice. Pour lui, c'était son objet d'étude historiographique. Mais quand eux en parlent, Müller d'un côté, Dupeux de l'autre, est-ce qu'ils en parlent comme la prémisse du nazisme, donc comme quelque chose de dangereux, ou comme quelque chose qui aurait pu être sympathique s'il n'avait pas été mal compris par le nazisme? C'est-à-dire comment puisque Müller, comme tu viens de le montrer, continue quand même... lui, il a fait de l'observation participante, oui, c'est ça, jusqu'au bout. Oui, c'est ça. D'emblée, la révolution conservatrice, elle est marquée, on va dire, à la louche à 80%, très à droite. Hein, et au fond, elle entretient des rapports d'extraordinaire proximité avec la droite nationaliste, ce que Sternel appellera la droite révolutionnaire en France entre les deux guerres. Donc ce sont des gens, mais on y reviendra plus précisément, qui ont été façonnés par la défaite de 1918, le mythe du coup de poignard dans le dos, la crainte ou l'abomination de la révolution allemande de novembre 1918 et ses prolongements en 1919 et même d'une certaine manière dans les années suivantes. Donc ce sont des gens qui sont très situés. La nébuleuse de la révolution conservatrice va se diviser par rapport au national-socialisme. Déjà Müller, donc avec le Umlaut, le tréma, Müller rencontre, je crois, une fois Hitler et en sortant de l'entretien, il dit à ses proches, ce type ne comprendra jamais rien. Il le prend pour un crétin. Et je pense qu'il a de la peine à voir dans ce personnage un peu hystérique, plébéien, qui est quand même un raté social, l'incarnation du Führer qu'il appelle de ses voeux. Bon, et donc il y a une espèce de répulsion par rapport au côté mauvais genre des nationaux socialistes, et en particulier d'Hitler. Donc il y a d'emblée, au moins chez certains tenants de la révolution conservatrice, une espèce de réflexe presque de classe, quoi, par rapport à ces nazis éructants, quand même très brutaux. C'est pas peut-être tant la brutalité qu'on leur reproche, mais l'absence de style dans la brutalité. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis évidemment, au fur et à mesure que le national-socialisme monte, avec cette période de basculement sur laquelle travaille beaucoup Yann Chapoutot, 1930-1932, là, si je puis dire, les révolutionnaires conservateurs ou les conservateurs révolutionnaires vont se diviser. Il y en a qui vont devenir des opposants au national-socialisme, comme par exemple Nikisch et Otto Strasser, mais également le frère d'Otto Strasser, Gregor, qui est un personnage extrêmement important parce qu'il est, on pourrait dire, secrétaire général du Parti national-socialiste, au moins dans la région de la Prusse, mais enfin qui est le cœur de l'Allemagne de Weimar. Et entre 1900 et 1932, il va prendre ses distances par rapport à Hitler. Il va même tenter de créer une espèce de parti national-socialiste bis, évitant certains des choix idéologiques ou organisationnels ou politiques de Hitler, ce qui naturellement ne lui sera pas pardonné par ce dernier, et Gregor Strasser sera liquidé lors de la nuit des longs couteaux. Donc il y a tout, et puis alors le bloc central
qui amènent parlementairement au pouvoir Hitler, donc Brüning, Schleicher et puis Papen, ils vont se diviser. Schleicher sera assassiné par les nazis au moment des nuits des longs couteaux. Papen va être recyclé par le nazisme, mais essentiellement comme ambassadeur d'Allemagne en Autriche pour préparer l'Anschluss. Et Brüning, lui, s'exilera avant de se faire liquider, vraisemblablement. Donc le bloc central qui n'était pas une expression de la révolution conservatrice au sens précis du terme, si tant est qu'on puisse avoir une définition précise de la révolution conservatrice, le bloc central lui-même va se diviser par rapport au nazisme. Et puis d'autres gens, au contraire, vont rentrer dans le nazisme, ou alors le snobber. Par exemple, Heidegger, c'est encore autre chose. Mais Ernst Jünger, qui est un personnage tout à fait emblématique avec son frère de la révolution conservatrice, et évidemment les nazis sont trop vulgaires pour lui. Donc il va les regarder comme ça un peu de haut, mais enfin il est quand même un des grands idéologues de ce. Enfin, en tout cas, sa vision des choses sera très largement reprise par le national-socialisme, y compris ce rapport à la technique et à la modernité qui est le propre de la révolution conservatrice. Oui, donc on voit bien le caractère polymorphe, voire même ambigu de cette première matrice historique. Mais justement, toi, tu fais un pas de plus et tu essayes de faire passer ce dispositif au rang d'idéal type dans cette démarche comparatiste qui est la tienne. Peux-tu nous dire quelques mots sur comment tu t'y prends pour à la fois varier les régimes auxquels cette révolution peut s'appliquer, également des régimes non occidentaux, mais également la faire perdurer dans le temps et l'appliquer à l'époque contemporaine notamment. Alors, ma démarche est la suivante, c'est un petit peu celle que j'avais déjà utilisée à propos du concept de situation thermidorienne. Donc je raisonne donc par chrononyme en quelque sorte, je prends un moment historique donné, donc Thermidor, où l'entre-deux-guerres dans un certain nombre de pays, dont l'Italie et l'Allemagne, ou la Turquie, et je regarde grosso modo ce que les historiens nous disent de ce moment historique. Par exemple, sur la situation thermidorienne, je m'étais beaucoup appuyé sur les travaux de Baszko, enfin sans prononciation polonaise, qui est donc un des grands historiens de la période du Directoire de la Révolution française. Et puis, pour la Révolution conservatrice, je m'appuie sur un certain nombre de travaux, enfin les vrais spécialistes de l'entre-deux-guerres, que ce soit à propos de l'Allemagne ou à propos de l'Italie ou à propos du kémalisme, par exemple. Donc je considère ce matériau historique, j'en extrais un certain nombre d'éléments qui me paraissent caractéristiques et constitutifs de ce moment historique, et je construis tout cela en un paradigme qui est un peu aussi un raffinage au sens presque chimique du terme, et donc je définis un paradigme à partir de ce matériau complexe, de ces espèces de magma historique. Et ce paradigme, d'une part, me permet de comparer éventuellement les situations, en l'occurrence de révolution conservatrice entre les deux guerres, dont je ne suis pas proprement parlé spécialiste, parce que je ne suis pas historien. D'autre part, d'appréhender toute une série de situations immédiatement contemporaines dans les termes de la révolution conservatrice, dans les termes de ce paradigme, et de pouvoir les comparer les unes avec les autres, mais également de comparer ces situations de révolution conservatrice immédiatement contemporaine avec leurs antécédents,
à la fois pour valider en quelque sorte le paradigme, est-ce que ça colle, est-ce que ça ne colle pas, mais également peut-être pour extraire des lignes de connexion génétique concrète, pour reprendre le terme de Max Weber. Parce qu'effectivement, ma démarche est assez weberienne. Je construis un idéal type, donc c'est cet idéal type, pour le coup, c'est un concept, c'est une construction intellectuelle, et jamais dans la rue on ne rencontrera la révolution conservatrice qui correspond historiquement exactement au modèle. Bon, même la révolution conservatrice entre les deux guerres en Allemagne, il y a des tas de choses qui ne se ramènent pas au modèle, à commencer par exemple par l'Allemagne de Weimar, par l'Allemagne des enfants de Thomas Mann par exemple, le romancier, qui n'ont rien à voir avec la révolution conservatrice, mais qui vivent un petit peu dans cette époque. Hein. Et puis je crois qu'il y a deux autres notions weberiennes qui sont importantes. C'est la notion d'affinité sélective, donc que Max Weber utilise dans sa réflexion sur les rapports entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et puis son concept d'action en entente, ce qui veut dire qu'il peut y avoir justement des affinités électives, des correspondances entre telle ou telle situation, entre tel ou tel phénomène, sans que celle-ci soit voulue, sans même peut-être que celle-ci soit pensée, soit relève de la conscience politique, mais qui font qu'il y a des connexions ou des synergies qui s'effectuent. Donc c'est un petit peu le sens de ma démarche. Donc pour la période immédiatement contemporaine, à partir du paradigme que j'ai construit, il y a immédiatement toute une série de situations qui me paraissent rentrer dans l'échantillon, si je puis dire, alors même qu'elles sont assez disparates. La Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, l'Iran de la République islamique, l'Inde de Narendra Modi, les États-Unis bien entendu de Trump, Milei en Argentine, enfin toute une série comme ça de situations disparates, et pourquoi pas d'une certaine manière la situation que vit la France depuis au moins les deux quinquennats de Macron. Et ça permet de mettre tout cela en perspective comparative, en rappelant naturellement avec Paul Venn que la comparaison est une opératrice d'individualisation. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, parce que quand par exemple, j'établis des affinités électives entre le discours ou la stratégie ou la démarche politique de Macron et Viktor Orban, le réflexe de beaucoup de gens, c'est de dire « Ah, mais quand même, tu peux pas confondre Macron et Orban ». Le problème n'est pas là. Le problème est de voir s'il y a des affinités électives et bien entendu, la Hongrie n'est pas la France et réciproquement. Mais cela, la sociologie historique et comparée du politique et ce type de comparatisme que je pratique permet précisément de le comprendre, alors que si on utilise des notions beaucoup plus floues et anhistoriques, comme celle par exemple d'illibéralisme ou de populisme, bon, qui peuvent avoir leurs intérêts, mais on va être là dans une espèce de vision très synchronique, sans aucune profondeur de champ, et là pour le coup, on va dire ah ben Macron il est un peu illibéral comme Orban. Et ça, c'est pas très intéressant, je trouve. Ce qui est plus intéressant, c'est de restituer justement cette profondeur de champ historique et de voir que dans les deux cas, nous sommes peut-être dans une situation de révolution conservatrice, mais par exemple, en Hongrie, l'un des événements qui précipite l'émergence ou une trajectoire de révolution conservatrice, c'est par exemple le traité de Trianon, hein, qui a dépecé ce qui était la Hongrie de l'Autriche-Hongrie, et qu'une espèce de traumatisme, de machine à produire du ressentiment. On n'en trouve pas du tout l'équivalent en France. Il n'y a pas eu la symétrie du traité de Trianon, c'est le traité de Versailles, donc mais qui a été une autre machine à produire du ressentiment, et qui in fine a peut-être contribué à produire de la révolution conservatrice, mais selon une trajectoire et un itinéraire et des connexions génétiques concrètes qui sont complètement différentes. Très bien, donc allons-y vers le contenu maintenant de ta révolution conservatrice, si j'ose dire. Et donc tu en relèves un certain nombre de traits distinctifs, mais je pense qu'on peut
le diviser en trois éléments essentiels, trois dimensions, qui sont l'imaginaire, les conditions d'apparition et la consistance affective. Tu as déjà mentionné le ressentiment, on y reviendra. Mais on va commencer peut-être par l'imaginaire et le caractère oxymorique de cette révolution conservatrice, avec d'une part un espèce de passéisme fantasmatique combiné avec un futurisme virilo-techniciste. Donc, comment ça fonctionne, comment cet imaginaire se concatène d'une certaine façon. Alors justement, ce qui fait la force de la notion, me semble-t-il, c'est son caractère oxymorique. Alors que beaucoup de gens disent bah, c'est pas un vrai concept, c'est pas une vraie notion, parce qu'il y a une contradiction. Comme si l'histoire n'était pas faite de contradictions et d'ambivalence. Donc la force, à mon avis, de la notion, c'est son caractère oxymorique, sa capacité à faire la synthèse de deux répertoires imaginaires du politique qui paraissent contradictoires, mais le fait historique auquel renvoie la notion, c'est qu'effectivement, à un moment donné, des bipèdes ont connecté ces deux imaginaires qui jusqu'à présent étaient contradictoires. Donc si on se réfère à l'Europe de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, et singulièrement à l'Allemagne, on est dans un temps qui ensuite, qui par la suite sera caractérisé de pessimisme culturel, où les Européens voient la révolution industrielle, la formation de l'État, etc., enfin de l'État-nation, dévaster en quelque sorte leur continent. Bon, les horreurs de la révolution industrielle, l'appauvrissement, la dégénérescence de la classe ouvrière compte tenu des conditions de travail et de vie absolument épouvantables, qu'ont décrites par exemple Marx et Engels, mais que tout un chacun pouvait voir, la pauvreté extrême des grandes villes, des grandes villes qui explosaient démographiquement, mais sans que l'intendance suive toujours. Donc les premiers effets sur la nature, avec dès le début du 19e siècle une vision très très écologique au fond des ravages des voies ferrées, avec ces machines pestilentielles qui crachaient de la vapeur, avec une vision aussi très lucide de la capacité du chemin de fer à renforcer les capacités répressives de l'État. Par exemple, tout un courant de l'Église catholique au début du 19e siècle voit les potentialités totalitaires du chemin de fer, qui n'échapperont pas d'ailleurs à Bismarck, puisque le chemin de fer sera un des grands instruments de son expansion militaire. Donc il y a cette vision d'un monde qui sombre, d'une aliénation culturelle, et tout cela est vécu sur un mode défensif et sur le mode du pessimisme. Et avec également des courants idéologiques qui n'ont pas digéré la Révolution française. Il y a quand même un large secteur de l'Europe qui n'a pas digéré la Révolution française, notamment parce que celle-ci a étendu ses lumières ou son obscurité par le biais des guerres et de l'occupation napoléonienne. Donc il y a aussi ce traumatisme de l'occupation napoléonienne. Et donc il y a tout un courant de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique en Europe qui est contre-révolutionnaire et qui se console ou qui fantasme un retour à l'ancien régime. La révolution conservatrice, c'est ce point de basculement où des conservateurs vont se rendre compte que le retour à l'ancien régime est une illusion et que c'est certainement que ce fantasme est certainement le meilleur moyen d'empêcher la réalisation des idéaux conservateurs, on va dire, pour aller vite, travail, famille, patrie. Bon, après on pourra peut-être décliner et préciser. Et ces idéologues s'emparent de deux dimensions de la modernité pour les mettre au service de la réalisation des idéaux conservateurs. Le premier phénomène, c'est la modernité industrielle et technologique. Et
Et ces idéologues vont dire, dans le contexte particulier sur lequel on reviendra sans doute de l'après-Première Guerre mondiale, mais peut-être déjà avant en Italie, vont dire la technologie, l'industrie, la machine, ça n'est pas la négation de la spiritualité. Il y a une spiritualité dans la technologie et dans la machine. Et donc ils vont spiritualiser la technologie, l'industrie, et évidemment c'est aux antipodes du pessimisme culturel pour qui l'industrie était une malédiction. Donc ça c'est une première appropriation qui est extrêmement importante dans ce basculement idéologique et oxymorique. Et la deuxième grande idée de la modernité, c'est l'idée de la révolution. Et ces gens vont se dire, mais la révolution est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être laissé aux gens de gauche. La révolution peut être l'instrument de la conservation. Et là, évidemment, on est vraiment dans l'oxymore, mais c'est un coup de génie. Et c'est dit de manière très explicite, par exemple, par Müller avec Tréma, qui très clairement parle de la révolution mise au service des idéaux conservateurs. Et c'est ce que évoquera également Jünger avec sa prose assez emphatique, quand il dira qu'il faut fusionner le présent et l'avenir, qu'il faut fusionner le passé et l'avenir au service d'un présent de feu ou d'un présent, enfin, un truc de ce genre, mais qui est tout à fait une espèce de synthèse un peu emphatique de cet oxymore de la révolution, enfin que portera la révolution conservatrice. Thomas Mann, le romancier, qui à la fin ou pendant la Première Guerre mondiale flirtera avec une sensibilité que l'on pourrait ex post caractériser de révolution conservatrice. Thomas Mann virera sa cutie sous l'influence peut-être délétère de ses enfants dans les années 1920. Il ne rejoindra pas l'Allemagne, il est en tournée de conférences à l'étranger, notamment en Suisse, lorsque les nazis prendront le pouvoir, et sa fille Erika saute dans une voiture, enfin dans sa voiture qu'elle avait l'habitude de conduire très vite, et donc elle saute dans sa voiture, elle fonce en Suisse, et elle dit à son père, ne rentre pas, et donc Thomas Mann restera en exil, et après la guerre, il parlera au sujet du national-socialisme et de la révolution conservatrice, il parlera de romantisme technicisé, ce qui est un petit peu un écho au romantisme d'acier qu'exaltera Goebbels en tant que national-socialiste. Mais je crois qu'il y a deux ou trois autres auteurs qui, dès les années 1920, comprennent de quoi il retourne. C'est Walter Benjamin qui voit très bien, saisit très bien cette positivité de ce qu'on appellera la révolution conservatrice, hein, donc cette appropriation de la modernité y compris révolutionnaire par les conservateurs. Ernst Bloch qui parlera de simultanéité des contraires. Et puis Victor Klemperer, l'historien de la littérature française, notamment du XVIIIe siècle, et qui verra bien cette dimension oxymorique de ces idéologues. Et donc, à mon avis, l'épicentre de la révolution conservatrice, c'est cette simultanéité des contraires. Et alors ça, c'est une notion qui marche formidablement bien pour comprendre les révolutions conservatrices contemporaines. Très bien. Bon, poursuivons et essayons d'aller vers les avatars plus récents de la révolution conservatrice, mais avant ça, il me semble, mais corrige-moi si je me suis fourvoyé, qu'il y a en gros sinon deux cas de figure, une espèce de tension. D'un côté, les révolutions conservatrices interviennent pour conjurer la récurrence d'une révolution communiste ou démocratique ratée, dans certains cas. C'est le cas
en Allemagne, avec la révolution spartakiste qui a presque lieu en 1819. C'est le cas en Italie aussi, avec le Ventano après la Première Guerre mondiale. Donc c'est une manière, comme tu le disais, de récupérer l'énergie révolutionnaire, mais en l'investissant de conservatisme. Mais il y a aussi des cas où on a un peu du mal à imaginer la peur d'une révolution communiste qui arrive. Et là, on a l'impression que la révolution conservatrice, elle arrive dans un espèce de bout de course, non pas d'une révolution ratée, mais d'une révolution réussie, mais qui a été petit à petit étouffée, mais où l'étouffement n'a pas abouti sur un libéralisme heureux, d'une certaine façon, mais crée de nouvelles tensions, et la révolution conservatrice arrive à ce moment-là. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a cette espèce de tension entre ces deux possibilités d'émergence? Alors, historiquement, les choses ont été peut-être plus nuancées entre les deux guerres, parce que le véritable ennemi des tenants de la révolution conservatrice en Allemagne, et même peut-être aussi en Italie dans les années 1920, étaient moins les communistes que les libéraux. Et ce que vomissaient les tenants de la révolution conservatrice, c'était le libéralisme, et notamment la République de Weimar, le parlementarisme, et tout ce qui sera, par exemple, ultérieurement qualifié d'art dégénéré. Et je pense que pour les révolutionnaires conservateurs et ensuite pour les nazis, les enfants de Thomas Mann, qui avait une vie, il faut le reconnaître, assez dissolue entre libération sexuelle, drogue, etc., étaient vraiment l'incarnation même de la dégénérescence. Bon, et ces gens n'étaient pas des communistes. Bon. Donc le répulsif majeur, c'est le libéralisme et le parlementarisme et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et dans cette histoire, le bolchevisme va être l'idiot utile. Avec ces accointances que j'évoquais, dans cette espèce de fascination-répulsion, effectivement, entre bolcheviques et fascisme, et qui les amènera quand même à pactiser à plusieurs reprises. Donc dans les années 20, échange de bons services sur le plan, par exemple, militaire, et puis en 1939, une alliance militaire assez brève, mais enfin quand même assez significative. Hein. Donc, d'une certaine manière, il faut, alors évidemment, il faut garder à l'esprit la violence des affrontements entre national-socialistes et communistes dans les années 1920 sur fond de politique du pire de la part du Parti communiste allemand. Mais et aujourd'hui, d'une certaine manière, quand certains des tenants de la révolution conservatrice immédiatement contemporaine dénoncent les communistes, enfin par exemple en Italie, c'était quand même assez surréaliste d'entendre Berlusconi ériger le communisme en danger majeur, ou encore aujourd'hui, on a en France des gens à droite qui sont persuadés que que les chars de l'armée rouge sont encore en train de ronronner à la porte de Versailles. Enfin bon, il y a une espèce de vision complètement fantasmatique que l'on peut évidemment imputer à une instrumentalisation cynique des choses, mais je pense que la réalité est plus effrayante et que ces gens y croient sans doute. Bon. Donc aujourd'hui, au fond, et ça on le voit très bien chez Trump aux États-Unis, la dénonciation du wokisme, c'est la dénonciation du communisme. Les wokistes sont des communistes, bon, déguisés peut-être, mais fondamentalement sont des communistes. Donc ils continuent à y croire. Certains d'entre eux d'ailleurs parlent de marxisme culturel. Voilà, oui. Et donc je pense qu'on est un peu dans cette même confusion où parfois on a l'impression que l'ennemi principal c'est le communisme. Alors qu'en réalité, à bien des égards, c'est le libéralisme, parce que pour beaucoup de ces gens, le libéralisme, c'est déjà l'antichambre du communisme. Mais le libéralisme a peut-être quelque chose d'encore plus détestable, parce qu'au fond,
les communistes, en tout cas de la Belle Époque, c'était des gens quand même assez convenables. Bon, et d'une certaine manière, notamment une fois que les errements culturels de la révolution de 1917 auront été enterrés par Staline, l'idéal de vie stalinien, il est assez proche de travail, famille, patrie. Bon, et notamment, par exemple, dans le domaine des mœurs, il y a quand même toute une normalisation des choses dans le code de la famille, etc., l'instigation de Staline. Donc, d'une certaine manière, le stalinisme est plus compatible avec la vision conservatrice, par exemple, de la famille qu'avec le libéralisme échevelé et perverti. Alors, après, il y a des cas qui sont très intéressants, c'est le Bauhaus, par exemple. Et c'est ce qui montre la complexité de ces choses, parce qu'il n'y a rien de plus, entre guillemets, dégénéré que le Bauhaus. Bon, leur promiscuité, enfin toute leur représentation de l'art, etc., etc. Et d'un autre côté, l'idéal esthétique, au moins d'une partie des tenants du Bauhaus, c'est le Moyen-Âge. Et donc ce pauvre Moyen-Âge, il va être d'une certaine manière instrumentalisé par la révolution conservatrice, voire par les nationaux-socialistes. Mais alors là, il y a des contradictions, des embarras, etc. Parce que bon, la vraie référence, c'est quand même la tribu germanique. Mais ce même Moyen-Âge, il va être investi fantasmatiquement par la révolution conservatrice, voire les national-socialismes, ou la révolution conservatrice immédiatement contemporaine, par exemple Macron ou Sarkozy, qui identifient la France à la France des monastères et des cathédrales. Bon, ce qui est quand même évidemment historiographiquement très contestable, parce que s'il y avait bien quelque chose entre guillemets de transnational et de peu français, c'était par exemple les cisterciens, bon, qui étaient quand même, c'était pas du tout un truc français, quoi. Bon, et mais donc cette référence au Moyen-Âge, elle est très très ambivalente, hein. Et c'est ce qui rend les choses compliquées quand on cherche à caractériser le positionnement de la révolution conservatrice, hein. Et donc aujourd'hui, je crois que quand même, en tout cas, il se pourrait bien que le principal ennemi soit moins le communisme que le libéralisme. Donc les deux premiers aspects pour ce qui pourrait être la structure de la révolution conservatrice, c'est le caractère oxymorique de l'imaginaire, avec passéisme fantasmé et futurisme techno-viriliste. Deuxième aspect, c'est effectivement une espèce de modalité complexe d'arraisonnement des énergies révolutionnaires, aux fins à la fois d'unification de la nation, de modernisation et de technicisation. Et puis le troisième élément, qui est central dans ce que tu développes de la révolution conservatrice, c'est, du point de vue de sa consistance affective, c'est le ressentiment. C'est-à-dire que, à l'inverse ou à la différence d'un impérialisme libéral, qui est un impérialisme de la morgue, qui est un impérialisme de l'arrogance, de la mission civilisatrice, du fardeau de l'homme blanc, où en gros, notre supériorité, ou le fait que nous sommes les représentants de l'universel, fait que nous avons le droit de nous étendre. Du côté de la révolution conservatrice, l'affect central, c'est le ressentiment, c'est-à-dire l'histoire nous a privés du rôle qui devrait être le nôtre, et c'est une espèce de revanche qui va se former. Donc, oui, ça c'est fondamental. Et d'emblée, il faut penser le ressentiment comme précisément une action en entente en termes d'affinités électives et en termes de nébuleuses. Et je m'expliquerai, je serai plus précis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il y a un facteur précis de ressentiment qui va être un élément surdéterminant de la révolution conservatrice. Ce qui est redoutable dans cette histoire de ressentiment, c'est que ça fonctionne un peu que comme un rhizome, comme une espèce de circulation d'eau souterraine et qui tout d'un coup font résurgence et parfois avec
parfois avec des effets de retard considérables. Bon, et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand nous réfléchissons sur les révolutions conservatrices immédiatement contemporaines, ça singulièrement dans un pays comme la France. Bon. Alors, le ressentiment, le terme même est posé par le débat intellectuel et politique dès les années 1920, avec la publication en particulier du livre de Max Scheler, L'homme du ressentiment. Je crois que c'est 1923-27, je ne me souviens plus exactement, 1923 je crois, peu importe. Et Scheler se réfère très clairement à Nietzsche, à la généalogie. Et ça, c'est important parce que Nietzsche est un des grands auteurs de la révolution conservatrice en Allemagne, même s'il faut s'empresser de le dire, que le Nietzsche de la révolution conservatrice n'est pas forcément le Nietzsche qui sera confisqué et dévoyé par ce que les nazis qualifieront de manière très très cynique et très bien dans leur genre d'opération Nietzsche, de Nietzsche-Bewegung, qui est vraiment un terme militaire en accord intéressé avec la sœur de Nietzsche, alors qui est un dévoiement complet de l'œuvre de Nietzsche. Donc Max Scheler se réfère très clairement à Nietzsche, mais il n'est pas d'accord avec Nietzsche. Pour Nietzsche, le problème c'est le christianisme. Bon, donc là, l'homme du ressentiment chez Nietzsche, c'est le chrétien. Et Scheler dit non, pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le problème, c'est la démocratie. Et notamment la démocratie de masse. Et après, ça sera repris par un auteur qui est beaucoup moins connu, néerlandais, qui parlera à propos du nazisme, d'idéologie de la rancune. Bon, peu importe. Mais ça, c'est une notion qui est très très utile parce que de fait, elle permet d'éclairer la conscience politique et l'imaginaire de cette génération ou de ces générations, c'est la génération de la guerre, enfin bon, il y a au moins 3 générations qui sont à l'œuvre dans cette histoire entre les deux guerres et qui portent la révolution conservatrice. Et là, on a une espèce de feuilletage de ressentiment. Ce qui a été très important en Allemagne, par exemple, et qui est très bien montré par Norbert Elias dans toute une série de textes qui seront rassemblés en France, et peut-être aussi en Allemagne, je ne sais plus, sous le titre « Les Allemands ». Elias montre comment la conscience politique et historique allemande a été dominée par déjà une première chute, en quelque sorte, qui est celle de ce qu'on appelle en français, de manière un peu inappropriée, le Saint-Empire romain germanique. Bon. Et dont l'évidement progressif laisse l'Allemagne divisée, martyrisé par ses voisins pendant la guerre de 30 ans, et finalement morcelé en toute une série de principautés, dont une au moins s'en tire assez bien, le royaume de Prusse, qui effectivement va devenir au XVIIIe siècle va jouer dans la cour des grands, mais pour les autres, ça se passe moins bien, et l'Allemagne est un peu un terrain de parcours pour les armées ennemies. Bon, donc là, il y a un premier sentiment de chute, en quelque sorte, de déclin, de décadence sur les ruines du Saint-Empire romain germanique. Ensuite, il y a l'occupation napoléonienne, bon, qui est un nouveau traumatisme, et auquel répondent des auteurs comme Fichte, comme Hegel, etc. Et puis il y a un autre phénomène majeur qui est l'échec de la bourgeoisie libérale, c'est-à-dire schillerienne, être million d'êtres, enlacez-vous, Goethe, etc. Donc une vision très universaliste des choses qui, d'une certaine manière, donc cette culture, cette littérature porte une bourgeoisie libérale qui va
comme ailleurs en Europe, échouer sa révolution de 1848. Et donc 1848, c'est l'échec du libéralisme, c'est également l'échec de l'unification de l'Allemagne. Bon, il y a vaguement le Zollverein, mais ça débouche pas sur une unité politique. Et nous dit Norbert Elias, finalement, l'unité allemande, elle va être réalisée par Bismarck sur un mode autoritaire. Et sur un mode militariste. Donc c'est l'annexion du Schleswig-Holstein au détriment du Danemark, la victoire de Sadova au détriment de l'Autriche-Hongrie, et bien sûr la victoire de 1871 au détriment de la France. Bon. Et donc l'unité allemande, elle est réalisée par le biais du militarisme, et nous dit Norbert Elias, toute une partie de la bourgeoisie libérale va basculer dans une espèce d'éthos para-aristocratique, l'éthos des gens qui peuvent donner satisfaction. Alors les gens qui peuvent donner satisfaction, ce sont les gens qui peuvent relever le défi du duel. Et ça, évidemment, c'est un marqueur social. Donc, ce sont les aristocrates qui relèvent le défi du duel. Personne ne va provoquer en duel un éboueur ou même un ingénieur. Bon, donc les gens qui peuvent donner satisfaction, ce sont les gens de la haute, les aristocrates, et puis une partie de la bourgeoisie qui va épouser cet ethos militariste de l'aristocratie et qui va s'approprier la pratique du duel, notamment par le biais de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'enseignement supérieur, c'est-à-dire par le biais de l'université, avec ces duels d'étudiants, dont beaucoup d'entre eux sont des enfants de bourgeois, mais qui vont s'approprier cette pratique du duel et qui vont rentrer dans la catégorie des gens qui sont susceptibles de donner satisfaction. Et il y a tout un basculement d'une partie de la bourgeoisie et des intellectuels vers cet ethos militariste qui, évidemment, politiquement, culturellement, sera au fondement du militarisme allemand et de cette volonté de laver l'affront de tous les siècles au cours desquels l'Allemagne a végété, au fond. Donc là, on a un ressentiment qui va être en quelque sorte sublimé sur un mode militariste qui va déboucher sur la Première Guerre mondiale. On ne va pas rentrer dans le débat sur qui a déclenché la Première Guerre mondiale, mais enfin vous connaissez l'échange assez drôle entre Clémenceau et le négociateur allemand du traité de Versailles qui dit à Clémenceau je me demande bien, après avoir signé le traité de Versailles, je me demande bien ce que vont dire les historiens des siècles suivants sur cette histoire, et Clémenceau lui répond, je ne sais pas, mais en tout cas ils ne diront pas que c'est la Belgique qui a envahi l'Allemagne. Bon, donc on a quand même une Allemagne à ce moment qui est une Allemagne expansionniste, et là il va y avoir un énorme gadin, c'est que cette Allemagne elle va être battue militairement, et elle va être battue militairement. La gestion politique par l'armée, notamment par Ludendorff, de cette défaite militaire va être extraordinairement perverse. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre 1918, alors même que l'Allemagne a gagné la guerre sur le front oriental, et ça c'est un élément décisif dont on n'est pas suffisamment conscient en Europe occidentale, donc l'Allemagne gagne la guerre sur le front oriental, signe la paix de Brest-Litovsk, si mes souvenirs sont bons, le 3 mars 1918, qui lui donne une bonne part de la Russie impériale et notamment la quasi-totalité de l'Ukraine. Ça, il faut vraiment le garder en mémoire. Mais l'Allemagne s'effondre militairement du fait de l'entrée en guerre des États-Unis sur le front de l'Ouest. Et Ludendorff, en octobre, comprenant cela, confie le pouvoir aux sociodémocrates avec la tâche de signer l'armistice et passe en quelque sorte, vous me pardonnerez l'expression, la patate chaude de la défaite
à la social-démocratie, qui depuis des trimestres et des trimestres demandait l'ouverture de négociations, et elle s'était ralliée à l'unité nationale en 14, mais ça faisait quand même pas mal de temps que la social-démocratie essayait de trouver une sortie digne à cette histoire. Bon. Et là s'installe un ressentiment qui est un ressentiment prodigieusement douloureux dans la population allemande, parce que c'est d'abord une situation catastrophique. Le nombre de morts, de personnes amputées, la victoire de Brest-Litovsk qui leur passe sous le nez, puisque les hostilités reprennent, les corps francs n'arrivent pas à rétablir la situation militaire, donc l'Allemagne perd ce qu'elle avait douloureusement conquis pendant 3 ou 4 ans de guerre. Les sociodémocrates honnis arrivent au pouvoir. Alors effectivement, ils acceptent de faire le sale boulot et d'écraser la gauche, mais que ça reste quand même un sentiment aussi de déchéance. Voilà des gens qui donnent satisfaction, et de qui hérite-t-il comme chancelier? Un bourrelier. Qui ensuite s'est reconverti comme aubergiste, c'est-à-dire Ebert, le nouveau président de la République. Bon. Et là, il y a une espèce de haine de classe, en disant qu'est-ce que c'est que cette République qui est dans les mains d'un type affable, qui effectivement avait une très bonne réputation d'aubergiste, il était très, très accueillant, etc. Mais c'est quand même pas digne de l'Allemagne. Donc là, il va y avoir un ressentiment absolument formidable, et qui est un ressentiment complexe, parce que c'est le ressentiment à l'encontre des vainqueurs, des Français, qui va être attisé par la question des réparations, par l'occupation de la Ruhr. C'est un ressentiment par rapport aux sociodémocrates, c'est un ressentiment par rapport à tous ces gens de Weimar qui dansent, qui chantent en consommant de la coke, etc. Donc il y a une espèce de dégoût par rapport à cette légèreté d'une partie de la population. C'est le ressentiment face à l'abjection de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a souffert de la faim. Elle n'a pas été détruite pendant la Première Guerre mondiale, mais les gens ont véritablement souffert de la faim pendant une bonne part de la Première Guerre mondiale. C'est l'hyperinflation, c'est le chômage, donc un énorme ressentiment avec des tas de gens sur lesquels faire porter cette rancœur. Mais il y a évidemment l'idiot utile de service, c'est le juif. Et le juif, il est socialiste, il est communiste, il est intellectuel, il a tout pour plaire. Bon. Et donc le juif va fournir l'abstraction idéal, opérationnel de l'ennemi, de celui qui a poignardé la nation allemande dans le dos et qui l'a privé des fruits de sa juste lutte. Bon. Et quand on lit le journal de Klemperer, c'est très intéressant parce que jusqu'à la fin de la guerre, oui, évidemment, Klemperer lui-même est juif, donc il sait très bien de quoi il s'agit quand on parle d'antisémitisme, mais jusqu'au bout de la guerre, il y aura une espèce de part d'incrédulité chez lui. Si, mais enfin, c'est complètement absurde cette histoire. Comment peut-on charger autant de choses sur le dos du juif? Mais ça, c'est la magie de l'abstraction. Et je pense que on ne peut pas évidemment passer en revue toutes les révolutions conservatrices, mais c'est un élément absolument décisif. Aussi bien entre les deux guerres qu'aujourd'hui, si l'on comprend, enfin si l'on cherche à comprendre cette espèce d'oxymore. C'est à la fois d'une certaine manière le viol des valeurs sacrées, la nation, la souveraineté, travail, famille, patrie, et l'acceptation Bejahung, c'est un terme très courant dans l'allemand de l'époque, l'acceptation de la modernité pour prendre sa revanche, pour reprendre les choses en main. Et après, évidemment, ce sont les eaux souterraines du ressentiment sur lesquelles il faut travailler. Là, on a notre structure générale, donc là, ce serait bien de passer au contemporain, au cas contemporain, exactement.
Très rapidement, il semble qu'il y ait une espèce de petite éclipse de la révolution conservatrice du fait de 1945 et du fait de la défaite de l'Axe en la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand est-ce que ça réapparaît? Dans quelles conditions est-ce que ça réapparaît? Il me semble que c'est d'une certaine façon à l'ombre du monde unipolaire de l'après-guerre froide que soudain il y a une espèce de réémergence de la révolution conservatrice. Donc allons-y vers les avatars et les retours de ce modèle dans le monde contemporain. Alors quand on travaille sur la chose, on est quand même frappé par la naïveté ou la cécité ou la démission peut-être dont nous avons fait preuve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en réalité, on n'est pas franchement sorti de la révolution conservatrice. Et même, on n'est pas forcément sorti du national-socialisme ou du fascisme dans le cas de l'Allemagne et dans le cas de l'Italie. Il y a eu quand même un recyclage énorme des élites national-socialistes et fascistes dans les deux pays. Le directeur ou le chef de cabinet, je ne sais plus comment on l'appellerait, d'Adenauer était quand même un nazi et pas du petit fretin. Bon, Maurice Papon en France a fait la carrière que l'on connaît. Il y a d'autres noms. Donc il y a eu un formidable recyclage auquel les Américains ont largement contribué, notamment en récupérant tous les ingénieurs qui avaient fait merveille dans les missiles, etc. Donc en Amérique latine, il y a eu un très grand recyclage de nazis et qui ont assuré une certaine continuité ou une certaine dissémination ou essaimage de la révolution conservatrice, voire du national-socialisme dans ces pays. Rappelons que le tout nouveau président de la République chilien a quand même des antécédents nazis tout à fait avérés. Alors, il n'est peut-être pas responsable des turpitudes de son père, mais tout semblerait à donner qu'il en a au moins retenu et assumé certaines leçons. Donc là, il y a des... Et puis alors là, excusez-moi, j'ai tombé dans le politiquement très incorrect, mais vous connaissez ces pages pas provocantes, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la provocation, mais d'une lucidité impitoyable de la part de quelqu'un qui sait de quoi il parle, et qui le vit dans sa chair. C'est Victor Klemperer, quand il renvoie dos à dos le national-socialisme et le sionisme. Bon. Et avec une très très grande lucidité du point de vue de la sociologie historique et comparée du politique, parce qu'il comprend très bien que la matrice événementielle, la matrice idéologique est la même. Bon. D'une certaine manière, l'État d'Israël, y compris le sionisme de Ben Gourion, est quand même l'héritier du courant droitier du sionisme de l'entre-deux-guerres, hein, qui finalement donnera le Likoud ultérieurement. Enfin, Begin est quand même responsable de l'Irgun. Bon, aujourd'hui, on dirait c'est un terroriste. Bon. Donc, d'une certaine manière, cette continuité de la révolution conservatrice entre les deux guerres, qui a sa dimension sioniste, son expression sioniste, on la retrouve en Israël, et avec une très très grande continuité du personnel politique et du personnel idéologique. Hein. Et alors, soyons précis, puisqu'aujourd'hui le sujet est devenu très polémique, parce qu'en grande partie il est traité de manière anhistorique et par des gens qui n'ont pas beaucoup lu. C'est que il y a une bonne part du judaïsme qui a été antisioniste, et notamment tout le courant du Bund, qui était révolutionnaire, mais pas conservateur, qui était révolutionnaire, internationaliste, qui a participé à la révolution russe, qui était de culture yiddish, et qui s'est violemment, idéologiquement opposé au sionisme stato-national à la Herzl, qui lui était
qui pratiquait l'hébreu, dont la langue politique était l'hébreu. Et ce conflit entre yiddishophones et hébrophones était très violent. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le congrès du Parti travailliste, une rescapée du ghetto de Varsovie ou de la Pologne occupée par les nazis arrive au congrès pour apporter son témoignage et donc raconte tout ce qu'elle a vu en Pologne. Les gens sont en pleurs, bouleversés, etc. Et Ben Gourion reprend la parole en disant en quelque sorte camarade, ce que tu nous as raconté est terrible, mais tu nous l'as raconté dans une langue étrangère, parce qu'elle parlait yiddish. Il y a vraiment une très très grande complexité, et ça c'est assez intéressant, parce qu'on voit le cheminement de la révolution conservatrice. Mais admettons qu'il y ait eu une éclipse, mais alors vraiment au sens propre du terme, admettons qu'il y ait eu une éclipse de cette veine de la révolution conservatrice, voire de ces expressions paroxystiques du fascisme ou du national-socialisme. Faut-il dater le retour du soleil à la chute de l'Empire soviétique, par exemple, et au triomphe du néolibéralisme? C'est possible. Moi, en tout cas, ce qui me frappe, c'est que dès les années... peut-être dès les années 1970, en tout cas dès les années 1980, on voit commencer à s'imposer une conscience identitaire comme conscience politique hégémonique, et qui prend le pas sur, on pourrait dire, une conscience politique ou une conscience sociale. C'est-à-dire que, par exemple, les travailleurs immigrés cessent à un moment donné d'être travailleurs et ils ne sont plus que des immigrés. Et la question de l'immigration prend le pas sur la question sociale, par exemple dans une bonne part de l'Europe occidentale et en tout cas en France. Et on voit très bien comment à partir des années 1970 se mettent en place, on dirait aujourd'hui, les éléments de langage, mais également les acteurs. Donc par exemple, la Nouvelle Droite en France dans les années 1970, la création du GRES, la publication d'un ouvrage que tout le monde a oublié, de Georges Sufer, sur les chercheurs en chaise longue, qui d'une certaine manière pose les fondements de ce qui deviendra l'anti-wokisme dans les années de 2020, etc., etc. Donc il y a la mise en place de toute une série de thématiques, évidemment la prohibition anti-migratoire, etc., etc. Et je pense que l'élément effectivement qui va peut-être précipiter les choses, c'est la généralisation et finalement l'échec économique, ou peut-être l'apothéose économique, mais qui se traduit quand même par un échec social monstrueux du néolibéralisme, et qui va nourrir son propre répertoire de ressentiment. Donc le ressentiment à l'encontre, évidemment, l'idiot utile, c'est plus entièrement le juif, encore que on voit bien qu'on peut cumuler les deux, notamment quand on écoute les propos de certains candidats aux élections du Rassemblement national. Donc on peut être à la fois anti-juif et anti-immigré, même si aujourd'hui on a un nouvel assemblage ou une nouvelle composition entre un pro-sionisme avéré et un anti-immigrationnisme déclaré. Mais bon, et donc on voit que les conséquences sociales du néolibéralisme et des apories de la conscience identitaire vont nourrir toute une série de ressentiments qui seront le carburant de la nouvelle vague de révolution conservatrice. Alors dans le cas de la France, ce qui est intéressant, c'est que on va dire le ressentiment à l'encontre des des immigrés, bien entendu. Pourquoi pas dans d'autres fractions le ressentiment à l'encontre des Juifs qui tuent les Palestiniens, bon, ce qui peut être une forme de circulation comme ça souterraine. Le ressentiment
des régions à l'encontre de Paris. Il y a quand même un ressentiment anti-parisien qui est extrêmement fort, donc les bobos, etc., tout ce que l'on connaît bien. Et puis, il y a des choses qui sont encore peut-être plus intéressantes. C'est par exemple la résurgence du traumatisme et des ressentiments créés par l'Algérie française, pas par la guerre d'Algérie. Très important, le ressentiment des pieds noirs, bien entendu. Bon, ça c'est évident dans le vote Front National puis Rassemblement National. On a le ressentiment des appelés, c'est-à-dire tous ces jeunes plutôt de milieux modestes, notamment paysans, qui sont allés faire la guerre d'Algérie, qui ont subi des choses horribles, qui ont commis des choses horribles, et qui reviennent en France sans aucun accompagnement psychologique, parce qu'à l'époque ça se fait pas, et sans même que l'on reconnaisse qu'ils ont participé à une guerre, puisque la guerre d'Algérie n'existe pas officiellement, ce sont les événements d'Algérie. Et ça a été très bien mis en littérature par Laurent Mauvigné dans son roman Des Hommes. Donc il y a un traumatisme enfoui dans la société française, et puis d'autres ressentiments, comme par exemple le ressentiment des hommes virilistes par rapport à la transformation des mœurs, à l'affirmation sociale des femmes, aux transformations des relations sexuelles et de genre, etc. Donc là, on voit bien comment il y a toute une série d'eaux souterraines qui tout d'un coup refont surface et nourrissent de nouveaux avatars de la révolution conservatrice, mais avec parfois des très grandes continuités idéologiques, y compris avec des relations génétiques concrètes très précises, comme avec des personnages, comme par exemple Le Pen père, qui a été le directeur de campagne de Tixier-Vignancourt en 1965. Et Tixier-Vignancourt, c'est quand même un camelot du roi des années 1960. Il était pétainiste, il a été l'avocat qui a défendu Céline, et il a été membre fondateur déjà d'un rassemblement national dont en 1954-55, dont la première mesure était ce qu'on appellerait aujourd'hui la préférence nationale. On voudrait te faire sortir d'Europe, là. Oui, voilà, pour illustrer un petit peu, pour finir, la pluralité des régimes qui pourraient relever de ce paradigme, de cet idéal type, pourrais-tu détailler quelques cas sur lesquels tu as travaillé à différents moments de ton itinéraire intellectuel, que ce soit la Turquie, les régimes militaires du Sahel et plus récemment le Sénégal, ou bien encore l'Iran, sur lequel il y a évidemment un enjeu directement contemporain? Oui, mais peut-être pour commencer la Russie qui est très intéressante, parce que on a le ressentiment et Poutine c'est une caricature d'homme du ressentiment. C'est-à-dire que lui, il n'a toujours pas surmonté le traumatisme de la chute de l'Union soviétique. Il n'a apparemment toujours pas surmonté le traumatisme de la guerre civile de 1917 mais 1920-21, qui effectivement qui est une guerre complètement enfouie de notre conscience historique, mais qui est une guerre qui a provoqué des millions de morts, hein, et une guerre de dingue, avec des combattants qui combattaient ivres morts et cocaïnés jusqu'au bout. Enfin, c'était une horreur, cette histoire. Et Poutine, l'imaginaire de Poutine est hanté par ça. Ressentiment à l'encontre, bien entendu, de l'Occident et de l'OTAN qui menace la Russie, le ressentiment de la trahison enfin à propos de la Libye, c'est-à-dire que Poutine a accepté de se faire embarquer dans l'opération franco-anglo-américaine contre Kadhafi, mais l'engagement de ces trois pays, c'est qu'il n'y aurait pas de changement de régime, mais il y a eu changement de régime, y compris avec liquidation de Kadhafi, le ressentiment de la guerre du Kosovo. Donc c'est un homme du ressentiment, et c'est un homme du passage de l'empire à l'État-nation, et je crois que de ce point de vue il est tout à fait conforme à l'idéal type. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va d'une certaine manière être porté peut-être, mais en tout cas paterné, toute une série de lignes de continuité entre une révolution conservatrice russe
de l'entre-deux-guerres ou même de la première ou de l'avant-première guerre mondiale, notamment qui prend notamment le visage du cosmisme russe avec des gens comme Fudorov, etc. Et cette sensibilité, d'une part, elle va prospérer dans l'immigration, dans la diaspora russe, y compris d'ailleurs en France, où il y a beaucoup de Russes blancs qui trouvent refuge et qui vont alimenter cette espèce de cosmisme russe ou de vision et qui vont être en relation dialogique avec la révolution conservatrice à la française et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, dans les années, à la fin des années 50, il va y avoir notamment avec le dégel khrouchtchevien, il va y avoir tout un courant des romanciers de village qui va réactiver une espèce de slavophilie littéraire. Il y a, dans les années 1960, il y a des gens qui vont parier sur la convergence, notamment des sociologues, sur la convergence du modèle occidental et du modèle soviétique, notamment sous la houlette des ingénieurs, des technocrates, etc. Alors pour eux, ça c'est l'horreur. Ils vont réactiver une veine slavophile qui va être tenue un peu à distance, mais dont les Komsomol seront un des foyers. Et tout cela nous mène finalement à la chute de l'Union soviétique. Et là, ces idéologues, ils vont être complètement désorientés par l'adoption du néolibéralisme, par les effets dévastateurs du néolibéralisme sur l'économie russe, mais également sur la population, l'appauvrissement, etc., la dégénérescence. Poutine en est l'expression. Et finalement, pas Poutine, Yeltsin, et finalement Poutine va emporter la mise et il va avoir des relations assez complexes avec ces courants qui vont s'affirmer dans toute une série de publications, etc., et qui vont alors véritablement faire une jonction explicite entre la slavophilie ou la révolution conservatrice slavophile de l'entre-deux-guerres ou même de l'avant-première guerre mondiale et l'idéologie patriotique soviétique, on va dire. Bon. Et qui vont spiritualiser, au sens vraiment où ont pu utiliser ce terme des gens comme Spengler ou comme Jünger entre les deux guerres. Ils vont spiritualiser la technologie, y compris la technologie nucléaire, donc notamment spiritualiser les missiles. Bon. Et Poutine va jouer avec ces gens-là, et il va quand même assez largement acheter leur kit idéologique à partir de l'annexion de la Crimée, à partir de Maïdan, de l'annexion de la Crimée, et notamment dans le contexte du Donbass où il tenait un peu à distance ces gens-là, il va quand même de plus en plus les coopter et s'appuyer sur eux sans véritablement s'identifier à eux. Donc il y a une espèce de pluralisme comme ça idéologique dans un contexte autoritaire, mais qui est assez commun dans les régimes autoritaires. Et là, donc, on a un bel exemple de révolution conservatrice. Les valeurs, alors évidemment l'alliance avec Kirill, avec l'Église orthodoxe. Alors là, ce travail famille-patrie à fond la caisse, si je puis dire. Et tout ça avec l'onction ou avec la cerise sur le gâteau de la technologie et notamment des missiles, ce qu'il y a de plus raffiné, etc. Et alors, là, on a cette connexion entre ces courants idéologiques en Russie et par exemple la nouvelle droite en France. Le dialogue est très précis, donc l'alliance ou la sympathie de Marine Le Pen et du Rassemblement national par rapport à Poutine, il y a quand même un soubassement idéologique qui est plus profond. C'est la nouvelle droite, c'est le Grèce. Donc là, il y a toute une relation dialogique. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, par rapport aux questions que vous me posez, c'est la connexion sous forme d'alliance diplomatique et militaire qui s'est effectuée entre la révolution conservatrice russe sur fond de ressentiment tel que je l'ai rapidement évoqué et les révolutions conservatrices du Sahel en Afrique. Bon. Donc, en Afrique, on a ce fond de ressentiment. Là, il y a que l'embarras du choix, la traite esclavagiste, la colonisation, la politique anti-migratoire dont il faut quand même rappeler qu'elle se solde par des milliers de morts chaque année. C'est-à-dire que la politique anti-migratoire de l'Union européenne est une politique criminelle au sens propre du terme. Bon. L'humiliation dans les consulats
consulat, etc. Tout ça a été une machine à produire du ressentiment anti-français ou anti-européen de manière évidente. Et moi, travaillant sur l'Afrique, et avec d'autres collègues, on avait tiré la sonnette d'alarme dès les années 1980. Donc il y a tout ce ressentiment. Et là, il y a une connexion assez évidente, c'est-à-dire c'est le ressentiment anti-occidental, donc russe et africain, même combat contre l'impérialisme occidental. Le Sénégal, dont la révolution conservatrice est authentiquement démocratique, hein, elle a été portée au pouvoir par des élections démocratiques et beaucoup plus démocratiques que l'arrivée au pouvoir du national-socialisme en Allemagne en 1933. De vraies élections démocratiques, mais qui ont mis au pouvoir effectivement une majorité de révolution conservatrice qui a son historicité propre, parce que les leaders politiques de la nouvelle majorité sont des gens qui viennent de l'islam réformé, alors que l'establishment religieux de l'État sénégalais, officiellement laïque, c'est l'establishment des confréries, de la Mouridia, la Tidjania, maintenant la Kadiria, c'est la Mouridia. Et donc l'establishment politico-religieux, c'est un establishment confrérique, et ceux qui viennent de prendre le pouvoir et qui sont les porteurs de cette révolution conservatrice sont des gens qui viennent de l'islam réformé et qui sont des gens plutôt des subalternes de la société. Et là, on retrouve l'oxymore de la révolution conservatrice. Leurs porte-voix idéologiques, ce sont des rappeurs, ce sont des gens qui sont complètement à l'aise dans les réseaux sociaux, etc., qui sont islamiquement orientés, on va dire, adeptes qui n'est pas un fondamentalisme, mais qui est plutôt, oui, enfin, quelque chose d'assez proche du salafisme, on va dire, mais qui n'est absolument pas djihadistes. Ce sont des gens qui sont homophobes, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement féministes, c'est un euphémisme, et ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc il y a une historicité propre de la révolution conservatrice qui est susceptible d'être connectée à d'autres révolutions conservatrices sur le mode de l'échange de services, en quelque sorte, de l'alliance diplomatique, militaire, etc. Mais chacun est quand même dans son couloir de nage, quoi. Et puis, il y a des connexions qu'on n'a plus pas voulu voir, parce que pour nous, naturellement, quand on pense à l'Union soviétique, on ricane, etc. On a fait un chaos debout. Mais on a complètement oublié que une bonne part des élites africaines ont été formés par l'Union soviétique, ils sont allés à l'université Patrice Lumumba. Alors effectivement, ils étaient en but au racisme, ce qui n'arrivait jamais en France, bien entendu. Il n'y avait absolument aucun problème de ce genre. Mais bon, ce sont les années de leur jeunesse, ce sont les années où ils ont dansé, ils ont trouvé des défis, souvent des femmes, où ils ont appris leur métier, etc. Et ils sont revenus dans leur pays. Et ça, c'est pas simplement dans les pays dits socialistes comme le Mali ou la Guinée. Le Maroc, qui est un pays diplomatiquement, on va dire, modéré, pour reprendre la terminologie habituelle, au Maroc, il y a plein d'ingénieurs, d'intellectuels, etc., qui ont fait leurs armes en Union soviétique et qui ont en gardé un très beau souvenir. C'était l'Union soviétique du Spoutnik, c'était l'Union soviétique, oui, de l'arme atomique, d'un développementalisme qui aujourd'hui nous paraît complètement aberrant, parce qu'évidemment, sur le plan écologique, industriel, etc., c'est une catastrophe. Mais à l'époque, l'Union soviétique, c'était quand même l'avenir radieux. Et il y a plein de gens qui restent fidèles à cet imaginaire de leur jeunesse. Et voilà, et pour terminer, il y a encore 3 cas paradigmatiques dont on n'a pas beaucoup parlé et qui se rencontrent aujourd'hui dans une constellation assez improbable de révolution conservatrice. C'est évidemment l'Iran, les États-Unis et Israël. Peux-tu nous dire quelques mots de comment ils émergent, ou ils continuent d'évoluer ensemble aujourd'hui à l'aune de la guerre qui maintenant court depuis 2 semaines? Alors,
Déjà, la guerre nous rappelle que c'est pas parce que les gens sont révolutionnaires conservateurs qu'ils vont forcément bien s'entendre entre eux. Et ça, l'histoire de l'entre-deux-guerres ou de la Seconde Guerre mondiale l'a montré. Donc, il peut y avoir des conflits, y compris armés, entre des gens qui, bon an mal an, se reconnaissent ou que l'on reconnaît sous les atours de la révolution conservatrice. Je pense qu'il est inutile de revenir sur la trajectoire d'Israël, sinon pour rappeler qu'Israël se construit comme État-nation sur les ruines d'un empire. Donc le conflit, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, c'est typiquement un conflit sur les ruines d'un empire, avec une définition ethno-religieuse de la citoyenneté qui aujourd'hui, qui a été rejeté ou occulté, etc., dans un premier temps par Israël, qui était bien embarrassé avec cette histoire de judaïsme. Mais enfin, aujourd'hui, les choses sont claires. Depuis enfin, il n'y a pas de constitution d'Israël, mais depuis la loi, on va dire, constitutionnelle, pour aller vite, de 2018, si mes souvenirs sont bons, donc qui fait d'Israël un État juif. Du côté des Palestiniens, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une part des Palestiniens qui sont chrétiens, et non des moindres, puisqu'une part des fondateurs du mouvement palestinien, de résistance palestinienne, étaient des chrétiens. De même d'ailleurs qu'en Syrie, le Baas a été créé pas par un chrétien, très largement. Mais bon, on est quand même dans un conflit de passage de l'Empire à l'État-nation. La continuité idéologique, je l'ai bien suggéré, il me semble-t-il, tout à l'heure, hein, donc du sionisme, de l'entre-deux-guerres au sionisme contemporain et à sa radicalisation. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de sociologie électorale, on voit que la radicalisation nationaliste du sionisme originel a été très largement portée précisément par les séfarades, c'est-à-dire par des juifs venus en partie, en tout cas en grande partie de l'Afrique du Nord, et qui sont un peu dans la construction de l'État d'Israël, les subalternes, dominés par l'élite sioniste originelle ashkénaze. Et puis il y a également l'apport des Russes, juifs ou juifs de convenance, parce que c'était le bon moyen de sortir à partir des années 1980 de l'Union soviétique que de dire qu'on était juif, et dont l'apport a été considérable, parce que dans les années 1980, fin des années 80, début des années 90, les Russes, enfin donc venant de Russie, ont représenté en quelques années 10% de la population, hein, qu'il a fallu israéliniser, si je puis dire. Bon, ils ne parlaient pas l'hébreu, ils ne parlaient pas... Bon. Et donc on est un peu dans cette configuration. On est clairement dans une configuration de simultanéité des contraires, puisqu'on a une espèce de fondamentalisme identitaire qui devient de plus en plus régressif, avec l'arrivée de l'extrême droite et de l'extrême droite suprémaciste dans le gouvernement de Netanyahou, hein, d'un côté, et d'un autre côté, c'est la Start-up Nation, hein, bon, et dont les prouesses militaires depuis 2 ans ne cessent d'effrayer ou d'éblouir le monde. Bon, jamais on a mené une guerre aussi technologique, aussi technologiquement raffinée et meurtrière que celle d'Israël depuis 2024, si mes souvenirs sont bons, depuis l'automne 2024, avec notamment la décapitation du Hezbollah par des beepers piégés. Donc là, on est vraiment dans la simultanéité des contraires. Le cas des États-Unis, évidemment, je marche sur des œufs parce que je parle devant Michel, et puis que c'est un cas qui est extraordinairement complexe. Mais il me semble qu'aux États-Unis, alors évidemment du côté d'Israël, il y a le ressentiment majeur, le traumatisme de la Shoah, mais qui fonctionne comme une espèce de rente aussi de la révolution conservatrice. Aux États-Unis, l'histoire est également fascinante. Il y a bien entendu la mémoire esclavagiste, il y a la mémoire de la guerre de sécession,
qui est fondamentale, me semble-t-il, dans la conscience politique du Sud. Il y a la mémoire de la ségrégation raciale comme sortie de la guerre de sécession. Il y a tout cet épisode de l'entre-deux-guerres qu'on a un peu tendance à occulter, mais qui a quand même été un moment de triomphe de l'eugénisme. Hitler a beaucoup appris de l'eugénisme américain de l'entre-deux-guerres. On parlait de Henry Ford, c'était un philo-nazi notoire, de même que Charles Lindbergh. Donc il y a eu tout un nazisme ou un philo-nazisme extrêmement important entre les deux guerres. Et puis, il y a le traumatisme des Civil Rights en 1964, et quand Johnson signe le texte, il dit à ses conseillers, qui sont debout autour de lui, mais nous sommes en train, parce que le Sud votait démocrate par rancœur à l'encontre de Lincoln qui était républicain, et donc Johnson signe le bill en disant cette signature va nous valoir les États du Sud pour des décennies. Bon, ce qui était faire perdre les États oui, du Sud. faire perdre, oui, enfin valoir au sens perdre. Et ce qui était d'une lucidité électorale et qui confère à ce président, à juste titre décrié pour son rôle dans la guerre du Vietnam, une certaine grandeur historique quand même, parce qu'il a fait un acte, si je puis dire, contre nature politique. Bon. Et puis le traumatisme majeur, qui est un truc qu'une bonne part des États-Unis n'ont absolument pas digéré, qu'un Afro-Américain devienne président des États-Unis. Je pense que pour une part des Américains, c'était donc tout le projet MAGA, c'est un projet fondamentaliste, effectivement de rancœur par rapport à cette histoire malheureuse. Hein. Il faut ajouter les guerres perdues, hein, la guerre du Vietnam, et puis il y a plein de ressentiments, les hippies, la drogue, l'immigration. Enfin donc il y a que l'embarras du choix pour être malheureux. Hein. La désindustrialisation d'une partie des États-Unis. Donc tout ça fait coalescence au bout d'un moment. Et le programme MAGA, c'est un programme fondamentaliste. C'est donc rendre la grandeur de l'Amérique, mais c'est la grandeur de l'apartheid, enfin pas de l'apartheid, de la ségrégation raciale, c'est la grandeur de tout ce que l'on connaît, quoi. Et puis des grosses voitures, des années 50 où les gens faisaient du tourisme atomique, hein, aller regarder des explosions. Il y avait une exposition il y a quelque temps au Palais de Tokyo qui était absolument fascinante. Il y a eu un tourisme atomique où les gens se prenaient leurs pieds en regardant des explosions atomiques. Donc on est dans une forme de fondamentalisme assez intéressante, et avec un personnage très intéressant dans sa dimension grotesque et phénomène sur lequel il va falloir sérieusement réfléchir tant qu'on en a à peu près les moyens. Bon. L'Iran est un autre cas. Avec l'aspect futuriste aussi. Alors avec bien sûr, c'est ce qu'on appelle le technofascisme. Là, on est tout à fait dans le paradigme. Hein. Et ça, des gens comme Musk, sont tout à fait révélateurs. Hein. Et quand même avec une potentialité politique assez effrayante, hein, dont on a vu les ravages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur depuis un an, et des possibilités de contrôle de la population, de purification idéologique, mais également de purification ethnique, hein, quand on voit la technologie de pointe au service de ICE, qui, dans son reformatage par Trump, n'est rien d'autre qu'une milice. Bon, et ça, je voudrais quand même rappeler que pour le spécialiste de sociologie historique de l'État, Michael Mann, la ligne de partage des eaux entre la révolution conservatrice et le nazisme ou le fascisme, c'est le meurtre moral de l'adversaire, et notamment porté par des organisations paramilitaires. Bon, ICE version Trump, depuis un an, on n'est plus dans une police au sens
État de droit. On est dans une milice dont le chef d'ailleurs empruntait les atours de la Wehrmacht. Bon, là on a un message très très fort. Pour mémoire, l'autre ligne de partage entre révolution conservatrice et fascisme, mais c'est une ligne de partage à laquelle il faut réfléchir aujourd'hui à propos du Trumpisme, c'est l'antisémitisme biologique, c'est-à-dire que évidemment les tenants de la révolution conservatrice étaient pour la plupart d'entre eux antisémites, mais c'était un antisémitisme soit pour certains d'entre eux les religieux, bon les juifs ont tué Jésus, mais ce sont quand même des fils de Dieu, donc il faut les accepter dans leurs différences, ou alors un antisémitisme culturel, les juifs quand même, on peut pas dire que ce sont que ce sont des Allemands, ou en tout cas pas des Allemands comme les autres, mais de là à les tuer, là il y avait quand même une barrière. Alors il y en a qui ont franchi cette barrière, mais il y en a d'autres pour qui ça a été quand même un Rubicon qu'il fallait pas franchir. Et donc ça c'est une question aujourd'hui qui se pose, parce que l'antisémitisme s'épanouit dans la révolution conservatrice trumpienne, et jusqu'où ils vont aller, en sachant qu'une partie des technofascistes, comme on dit, je ne sais pas s'il faut garder le terme, est transhumaniste, eugéniste, à commencer par Musk. Bon. Donc, alors, il y a cette révolution conservatrice. Le cas de l'Iran, il est très intéressant parce que on est dans une espèce de mimétisme, moi qui m'a toujours fasciné, ayant effectivement travaillé, comme tu le rappelais, sur l'Iran, notamment à partir des années 1990. Il y a, au fond, les seuls ennemis dignes de l'Iran sont les Américains. C'est l'Amérique. Il y a une espèce d'abord, il faut bien voir qu'une bonne part pas toute, mais une part de l'élite révolutionnaire qui est devenue thermidorienne à partir à partir de la mort de l'imam Khomeini en 1989, une bonne part de cette élite a été formée aux États-Unis. Et elle est restée en dialogue très étroit avec les États-Unis, notamment par l'intermédiaire de Terence Geles, par la diaspora iranienne qui est très très présente aux États-Unis, mais également au Canada. Et donc il y a une espèce de relation, enfin de fascination qui est réciproque d'ailleurs. Je pense que et puis le rapport au religieux est assez comparable, mutatis mutandis, en Iran et aux États-Unis, étant entendu enfin que les États-Unis, comme l'Iran, mais ça risque de surprendre peut-être les personnes qui verront cette vidéo. Nous sommes dans les deux cas dans un régime sécularisé qui repose quand même sur la séparation du religieux et du politique, mais dont le religieux peut inspirer l'imaginaire politique. Bon. Et là, je tiens à rappeler que la République, enfin nous continuons à répéter stupidement la République des ayatollahs, la République des mollahs, c'est complètement faux. Et c'est ce qui est frappant dans la succession du guide de la Révolution il y a quelque temps, c'est que les grands absents, c'est le clergé. Mojtaba, il est Mojtaba, fils de Khamenei. Alors il a le titre de Jat al-Islam, qui est un titre intermédiaire. Effectivement, il a fait des études religieuses, mais c'est absolument pas une autorité religieuse. Et le silence assourdissant, c'est celui ceux qu'on appelle les sources d'imitation, qui sont les grandes autorités religieuses qui n'ont pas ouvert le bec. Ils sont complètement absents de cette succession. Et ça n'est que l'xième preuve de cette sécularisation de la République qui continue de se dire islamique, mais un peu comme des gens pouvaient se dire démocrates chrétiens. C'était fondamentalement, c'est des politiques, c'était pas des religieux. Et en fait, cette dissociation, elle est réalisée dès 1988 par l'imam Khomeini, qui écrit à celui qui à l'époque n'est encore que le président de la République, Khamenei, qui lui dit cher Hojat al-Islam, vous êtes dans le faux, ce qui doit prévaloir, ce n'est pas la raison religieuse, c'est la raison d'État, et qui institue un conseil de discernement de la raison d'État. Donc on est dans un régime qui est très largement, qui est sécularisé, et dont le grand répertoire est le répertoire nationaliste. Alors
En quoi peut-on parler de révolution conservatrice? Travail, famille, patrie. Ça, les choses sont claires. Avec d'ailleurs parfois des embardés. L'islam iranien est très en avance, c'est un euphémisme, sur l'Église catholique, par exemple, en matière de transgenre. Bon. Et alors, selon des raisonnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec le mouvement LGBT, etc., mais pour des raisons théologiques, donc le transgenre, c'est pas un problème. Il y a des cadres, etc. Donc, ils sont tout à fait ouverts à la contraception, contrairement à l'Église catholique. C'est ce qui leur a permis de réaliser la transition démographique la plus rapide de l'histoire que l'on connaisse. Où ils sont passés dès les années 80-90, il y a une chute de la transition démographique, une chute de la démographie de la natalité absolument extraordinaire, ce qui, soit dit en passant, a accompagné un mouvement d'éducation des filles extraordinaire. Donc tout le monde, tout le monde, c'est une façon de parler, a une vision complètement fausse, une espèce de république islamique obscurantiste, mais les filles sont majoritaires à l'université, etc., etc. Donc on a une république qui ne correspond pas à l'image stéréotypée que l'on se fait de cette dernière, en termes d'obscurantisme, en termes de femmes voilées, etc. Et on a une république qui est très techno également. Et ça, les pétromonarchies, dans une moindre mesure, Israël est en train de le découvrir. Alors bon, c'est vrai que leurs drones, c'est un peu des mobylettes, quoi. C'est pas, mais enfin, c'est une certaine efficacité. Ce sont eux qui les ont produits, ce sont eux qui les ont exportés. En termes balistiques, bon, évidemment, ils se sont fait écraser par la guerre hyper sophistiquée des Américains et des Israéliens. Mais enfin, ils ont quand même infligé un certain nombre de dommages. Ils ont développé une industrie balistique. Et au fond, Ahmadinejad, donc le président de la République de 2005 de début des années 2010, 2014, quelque chose comme ça, Ahmadinejad, il s'est rêvé en Mossadegh, donc le Premier ministre qui, au début des années 50, nationalise le pétrole. Bon, mais lui, il s'est rêvé en Mossadegh de l'atome. Et c'était un personnage, c'est un ingénieur. Et là, il faut se souvenir du rôle absolument éminent des ingénieurs dans la révolution conservatrice et dans le national-socialisme. Les ingénieurs, c'était des subalternes qui ne pouvaient pas donner satisfaction dans l'ordre villéluminien et qui ont été transformés, c'est la formule de Spengler, en prêtres de la technologie. Enfin bon, Ahmadinejad, c'est un ingénieur. Et ça, c'est pas anodin comme. Donc, on a une forme de révolution conservatrice qui est dont les grands modèles sont. Alors là, il faudrait en débattre et puis en débattre avec des gens plus compétents que moi sur la Chine. Mais est-ce que d'une certaine manière, aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de révolution conservatrice à propos de la Chine, notamment dans le sillage des réformes de Deng Xiaoping dans les années 1980, et bien sûr la révolution conservatrice indienne et Narendra Modi, donc à la fois cette exaltation d'une définition, enfin de l'Hindutva, c'est-à-dire l'Inde, ce sont les hindous, et tant pis pour les musulmans. Quand même très nombreux, je vous le rappelle, et cette cérémonie qui nous paraît complètement surréaliste d'intronisation au Parlement où Narendra Modi est dans son habit habituel de Premier ministre, mais précédé de sadoun aux trois quarts nus, d'une cérémonie complètement kitsch dans un cadre parlementaire au Westminster avec un Premier ministre, une tenue, on va dire hindoue à la Gandhi ou non pas à la Gandhi, à la Nehru, hein, grosso modo, et puis c'est Sadoun dénudé. Donc c'est une image fondamentaliste de l'identité indienne. Mais un gouvernement furieusement néolibéral et qui a numérisé la société jusqu'à ses extrêmes. Donc ça, la révolution islamique, enfin la République islamique d'Iran, ses modèles, c'est ça.
au fond. Et quand on va, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sous les bombes, mais moi la dernière fois que je suis allé en Iran, c'était en 2019, et bien en Iran, les vendeurs de rue qui sont par terre à vendre des cigarettes ou qui peuvent être éventuellement des dames, on les paye avec le téléphone portable, en monnaie électronique. Bon. Donc l'Iran représente un petit peu, enfin illustre bien cette simultanéité des contraires, effectivement dans une espèce de relation d'inimitié complémentaire avec les États-Unis et avec Israël, et qui ne va pas de soi. Ça sont un peu les contingences de l'histoire, parce qu'il faut se souvenir effectivement que les Pahlavis étaient les alliés d'Israël, et bien entendu les alliés des États-Unis. Aujourd'hui, on voit la reconstitution de cette configuration avec un Trump, enfin qui est très très prudent par rapport à Pahlavi, et en revanche la Hasbara qui est derrière la campagne de promotion de Pahlavi. Avec toute une iconographie où on voit le lion Pahlavi qui serre la main du lion israélien. Il y a une iconographie actuellement sur les réseaux sociaux qui est complètement délirante et qui est très intéressante parce qu'il réactive le mythe, enfin tout le moment Esther-Cyrus. Bon, donc il y a une espèce de judéisation, enfin au sens de la Bible, de cette nouvelle alliance potentielle entre Israël et... Donc là, il y a toute une historicité propre du conflit avec les reconfigurations, mais fondamentalement, on a trois révolutions conservatrices qui, alors il y en a deux alliés, mais de l'autre côté, on a bien compris que l'agenda de Trump n'est pas forcément l'agenda de Netanyahou. Bon, mais en tout cas, il y a effectivement un antagonique, c'est l'Iran. Et la révolution, pour finir, la révolution conservatrice iranienne, elle a des fondements historiques qui renvoient à l'entre-deux-guerres, et avec des effets de connexion tels qu'on les a imaginés. Par exemple, Bazargan, donc Bazargan, il était le leader du mouvement national iranien. Il était d'une certaine manière le disciple de Mossadegh, donc qui a été renversé par un coup d'État de la CIA, qui est mort assigné à résidence, qui était donc le premier ministre, si je me souviens bien, le premier ministre de Khomeini. Absolument. Et qui, dans les années 60, était un peu le chef d'une opposition tolérée, mais quand même très surveillée par le Shah d'Iran. Et Bazargan a fait alliance avec des milieux religieux qui étaient inféodés à la machinerie Pahlavi, notamment avec celui qui va devenir un des grands idéologues de la République islamique, mais qui sera assassiné dès 1980, qui est un très proche de Khomeini, qui s'appelle Motahari, et un philosophe dont le nom va me revenir, je commence à fatiguer, mais que vous connaissez tous, qui a été un lecteur de Frantz Fanon et qui est mort avant la Révolution et qui était un des grands inspirateurs de ce que Foucault nommera la spiritualité politique en 1978. Bon. En fait, dans les années 60-70, il y a une espèce d'alliance entre le mouvement national Bazargan et une partie du clergé réformiste qui ultérieurement deviendra révolutionnaire et qu'incarne par exemple Motahari, qui se ralliera à Khomeini et qui se... Alors pourquoi je parle de Bazargan? Parce qu'effectivement, il a été le premier ministre de Khomeini. Il démissionnera après la prise d'otage des diplomates en novembre 1980. Et Bazargan, il était un grand lecteur d'Alexis Carrel, c'est-à-dire un des idéologues de la révolution conservatrice, racialiste, flirtant avec l'eugénisme, et qui d'ailleurs... je crois qu'il était français ou belge, il faudrait vérifier. Mais le point essentiel, c'est qu'il part aux États-Unis et qu'il est un grand ennemi de Charles Lindbergh.
Carrel a été très lu entre les deux guerres. Et c'est un homme qui oui, avait des positions racialistes et eugénistes. Bon. Donc, Bazargan, il a fait ses études en Europe, je crois en France, entre les deux guerres, et comme beaucoup d'Européens, il a été un lecteur d'Alexis Carrel et de beaucoup d'autres. Hein. Et ça, il est important de voir que l'Europe a exporté et a globalisé des idées démocratiques, de parlementarisme, le marxisme, etc., etc. Mais l'Europe a également globalisé les idées de la révolution conservatrice. Et la révolution conservatrice iranienne, ses origines, il y a beaucoup plus d'affinités électives entre la République islamique d'Iran et les Pahlavis qu'on veut bien le croire. Le fondement de la révolution conservatrice en Iran, c'est ce qui s'est passé entre les deux guerres. Entre les deux guerres, donc il y a la révolution constitutionnelle de 1906, qui parlementarise en quelque sorte l'empire des Qadjars. Et là, vous avez déjà une émigration intellectuelle iranienne assez importante en Europe et notamment à Berlin. Et il y a un groupe qu'on appelle les Berlinois, qui sont des gens, certains étaient clercs, d'autres ne l'étaient pas. Et ces Berlinois, ils ont fréquenté l'Allemagne des années 1910 et l'Allemagne du début des années 1920. Ce sont des gens qui ont rencontré Talat Pacha, réfugié, tout le panislamisme allemand sur un mode anti-impérialiste. Donc ils ont baigné dans ces eaux-là. Et certains se sont mis au service de Reza Shah Pahlavi quand il fait son coup d'État, et sont devenus, qui sont ministres des Finances, etc. Et par ailleurs, Pahlavi va arianiser l'Iran. C'est-à-dire qu'il va passer d'un logiciel impérial, les pays protégés des Qadjars, à une définition, certes de look impérial, mais qui en réalité est stato-national, l'Iran comme État-nation, avec quand même un embarras, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle, mais les Iraniens ont horreur de ça, des minorités, et avec cette réalité très très complexe, c'est que politiquement, l'Iran persanophone a toujours été dominé, enfin toujours depuis le XVIe siècle, a été dominé par des turcophones. Les Safavides étaient turcophones, les Qadjars étaient turcophones, les Pahlavis n'étaient pas turcophones, mais ils étaient du nord de l'Iran. Et les grands théoriciens, les grands idéologues du nationalisme culturel persan au XIXe siècle, ce sont des turcophones. Donc, ça, c'est la complexité d'un monde d'empire qui invente la définition primordialiste du peuple. Toujours est-il que Pahlavi, il va arianiser, mais en empruntant le terme, et donc avec une connexion, enfin une affinité élective qui n'échappe pas aux Alliés, qui vont le déposer pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils ont peur que Reza Shah Pahlavi verse du côté de l'Axe. Bon. Et cette veine arianiste, stato-nationale, avec une définition fondamentaliste de l'identité et complètement culturaliste de l'identité iranienne, elle va être poussée à son extrême par le fils Pahlavi, Mohammed, qui, vous en souvenez, organise des grandes fêtes, les grandes fêtes de Persépolis, en modifiant le calendrier. Donc il va prendre un calendrier de je ne sais quelle dynastie impériale, et donc l'Iran, d'un seul coup, va se trouver projeté dans le XXIe siècle, une cinquantaine ou une soixantaine d'années avant l'Europe, puisqu'ils vont passer dans les années 2000 dès 1973. Et tout ça est organisé à Persépolis, qui est évidemment le symbole des grandes dynasties de l'Iran. Ruine
que les premiers idéologues de la révolution islamique veulent détruire, parce que tout ça renvoie à la jahiliya, à la condition païenne pré-hégire. C'est le démarrage de la phase thermidorienne, c'est la visite de Rav Sanjani, qui vient d'être désigné ou élu, je ne sais plus, désigné plutôt dans un premier temps, président de la République, et qui rend visite, je m'en souviens très bien, j'étais à cette époque-là en Iran, en 1991, il rend visite aux ruines de Persépolis. Il visite les ruines de Persépolis, et là c'est la réconciliation de la République islamique avec la civilisation pré-islamique. L'Iran antique. Bon. Et il y a évidemment un point d'articulation qui aujourd'hui est vécu sur le mode de la conflictualité, mais qui fait que d'une certaine manière la révolution conservatrice qu'incarne la République islamique baigne quand même dans un imaginaire pré-islamique parfaitement assumé et nationaliste que les Pahlavis reprendraient à leur compte de manière explicite. Et aujourd'hui, dans la propagande des Pahlavis, on voit des vidéos enfin, qui sont d'un grotesque et d'un kitsch fini, où on voit la princesse héritière, parce que ils sont déjà dans le fantasme de la succession. Donc on voit la princesse héritière qui est vêtue comme une princesse et bientôt comme une reine. Et alors dans une vidéo, on voit par exemple Simorgue, l'oiseau mythique qui traverse. C'est un salon bourgeois, c'est assez vraiment très très kitsch. La princesse est là et on voit Simorgue, l'oiseau fantastique de la conférence des oiseaux qui traverse le salon bourgeois. Et puis dans une autre vidéo, on la voit sur un cheval blanc. Drapé dans le drapeau iranien et qui sur son cheval parcourt les ruines de Persépolis, enfin ça avec l'intelligence artificielle on fait des très belles choses dans le genre kitsch, parcourt les ruines de Persépolis en jetant des fleurs au peuple ravi. Bon, donc on est comme ça dans cette espèce de fondamentalisme culturaliste, d'une définition anhistorique de la citoyenneté et presque de la race iranienne. Et je crois que l'Iran d'aujourd'hui, peut-être, Inch'Allah, l'Iran de demain des Pahlavis ou de quelques dirigeants militaro-nationalistes qui prendra le pouvoir, restera un Iran de cette orientation. Je ne pense pas que l'hypothèse démocratique, malheureusement, soit la plus plausible dans les moments douloureux que traverse ce pays. On va terminer sur cette note sinistre. Merci beaucoup. Je suis connu dans le métier pour mon côté euphorisant.